Aujourd'hui, on va parler d'un des plus grands producteurs du siècle. Il a écrit et composé pour Britney Spears, Taylor Swift, The Weeknd, Katy Perry, Adele, même Céline Dion. En 25 ans, il a produit 73 titres qui ont atteint le top 10 des charts américains, dont une vingtaine est arrivée à la première place du Billboard. Mis à part lui, il n'y a que John Lennon et Paul McCartney qui ont réussi à faire autant de top 1. Par contre, la différence avec les Beatles, c'est que son nom ne vous dit probablement rien. Voici l'histoire de Max Martin. Son vrai nom, c'est Martin Sandberg. Il est né en Suède en 1971 et quand il est enfant, il apprend le cor à l'école. A priori, ça ne le prédestine pas à devenir l'un des plus grands producteurs de son époque. Mais la musique, ça le passionne tellement qu'à ses 16 ans, il va abandonner ses études et créer un groupe. Un groupe de métal inspiré par Kiss, et ce groupe s'appelle It's Alive. Et il y croit à fond. C'est un jeune, c'est un passionné, etc. Il est à fond là-dedans. Il décide de se renommer Martin White et va commencer à composer ses premières chansons. En 1991, ça marche. Max sort un premier album avec son groupe. Ça s'appelle It's Alive, comme le nom du groupe donc. Et on peut pas dire que ça a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la musique. Non, on peut dire même l'inverse. Mais cette mini-aventure va quand même planter une petite graine parce que ça va lui permettre de faire une rencontre qui va tout bouleverser. Pendant sa petite tournée en Suède, il rencontre les boss de Cheiron. Cheiron, c'est un label basé à Stockholm qui vont lui dégoter des concerts. Et le courant va passer très bien entre eux. Et vous allez voir que c'est une rencontre très importante dans sa vie. Et ils ont tellement matché, même humainement, que le label va même lui proposer de faire un deal pour un deuxième album. On est en 1992 et Cheiron vient tout juste de sortir son premier hit, All That She Wants de Ace of Base. Et derrière ce hit, c'est Dennis Pop, le cofondateur du label, qui a eu l'idée de ralentir le tempo de la musique que le groupe lui avait envoyé, en lui insufflant des références reggae à une époque où tout le monde écoutait de l'eurodance, surtout en Suède. Risqué, mais ça paye. Le single est un carton dans le monde entier, et Dennis Pop est en train de devenir le producteur du moment. Pour lui, l'eurodance appartient déjà au passé, et justement, il cherche de nouveaux groupes pour élargir les horizons de Cheiron. Et Martin et Denise, ils vont s'entendre super bien. C'est vraiment une rencontre importante. Alors que Martin il vient tout juste de signer son deal pour son deuxième album, il va passer énormément de temps au studio. Et puis, il va découvrir petit à petit le métier de producteur. Il se rend compte que Denise, son truc c'est pas tant l'écriture et la composition, mais plutôt l'équilibrage d'un morceau. Il ajoute toujours de nouvelles idées, il superpose des couches, il modifie des textures, il regorge d'idées et c'est ce qui fait sa renommée, mais par contre, il n'a jamais touché à une guitare de sa vie. C'est juste un créatif. Et Martin, en traînant au studio, lui il sait chanter, il sait composer et il sait écrire. Et il va donc tout naturellement lui apporter un regard un peu plus technique. Et cette technique, c'est une plus-value qui lui servira pendant toute sa carrière, enregistrant souvent lui-même ses propres démos. Et donc peu à peu, les deux commencent à travailler ensemble, jusqu'à ce que Denise embauche officiellement Martin en tant que producteur chez Cheiron. Et il en profite d'ailleurs pour lui trouver un nom de scène en tant que producteur, et il va prendre le nom de Max Martin. Et là voilà, on a enfin Max Martin le producteur, c'est comme ça qu'il tombe là-dedans. L'histoire peut réellement commencer. Max passe sa vie dans le studio de Cheiron. Pendant 2 ans, il dort quasiment là-bas, passionné d'apprendre le métier de producteur en même temps qu'il enregistre son nouvel album avec It's Alive. Et justement, le disque va finir par sortir en 93 et c'est un flop. Voilà. C'est pas grave. Max s'en dit à ce moment-là avec toute l'humilité du monde qu'il va peut-être s'en tenir à la production parce qu'il se rend compte que c'est vraiment un truc qu'il aime. Et vous savez, il y a des sages décisions dans la vie et je pense que celle-ci en fait partie. En 1994, il produit son premier morceau, This Is The Way de E-Type, de l'eurodance suédoise. Faut bien commencer quelque part. Et donc, il est en studio. Il est avec Denise, il lui apprend toutes les ficelles du métier, il travaille beaucoup avec des groupes locaux et Ace of Base. Et un beau jour, le label Cheiron va recevoir un coup de fil d'un label américain. Tiens. Au téléphone, c'est Jive, une maison de disques qui explique adorer leurs pattes et leur propose de produire le premier disque d'un boys band qui se lance. Alors, il y a Max et Denise qui se regardent et qui se disent « Un boys band, c'est quoi cette merde ?»
de base, c'est pas tant nos sujets de prédilection, on produit pas tant ça, je suis pas sûr que ça nous intéresse, un boys band, pourquoi faire, quoi. Ils sont sceptiques au début parce qu'à leurs yeux, un boys band, c'est pas une valeur sûre. Il y en a eu une grosse vague au début des années 90, mais c'est surtout des groupes de R&B, et c'est pas vraiment leur style de prédilection. Et finalement, après quelques réflexions, ils finissent par accepter le défi. Et là, ils vont écrire leur premier succès tous les deux. En 96, sort l'album des Backstreet Boys. Si le disque n'est pas tout de suite distribué aux États-Unis, il cartonne en Europe et au Québec. Le succès mondial, lui, arrive un an plus tard, à la sortie de Backstreet's Back, le deuxième album du groupe que Max et Denise ont produit dans la foulée. Ils le savent pas encore, mais les Backstreet Boys sont en passe de devenir le boys band le plus vendeur de toute l'histoire de la musique. Et ça, évidemment, ça va apporter ses lettres de noblesse au label Cheiron et également à nos deux amis producteurs. La technique de production de Max et Denise est tellement efficace qu'à l'époque, on commence déjà à parler d'une patte Cheiron. Mais attendez, ça ne fait que commencer. À partir de là, tout s'enchaîne très vite. À la même période, Max fait la rencontre de Robyn, aujourd'hui considérée comme une des plus grandes stars suédoises, au même titre qu'Abba. À l'époque, elle a tout juste 18 ans et a seulement 2 titres à son actif. Max et Denise commencent à travailler avec elle et produisent 2 singles qui cartonnent, Do You Know et Show Me Love. Un premier album suit dans la foulée et sa carrière est lancée. Cheiron devient une usine à talent. Bon, déjà, ça commence à sentir bon. C'est-à-dire que dès qu'ils touchent à quelque chose, les deux, ça cartonne. Quand même, c'est qu'il se passe quelque chose. Bon, on est toujours en 1997 et le succès continue avec un autre boys band, NSYNC. Le groupe qui a lancé la carrière de Justin Timberlake. Max et Denise, à ce moment-là, ils se sont tellement fait un nom, et on est tellement sûr d'eux, de leurs recettes, etc., que le groupe, il est carrément envoyé en Suède. Il n'y a même plus à se déplacer. C'est genre en mode, tu veux, viens. Ils bossent ensemble et un premier single sort. Là encore, le succès est immédiat et le titre arrive dans les top 10 européens. L'album suit avec le même accueil et vaut au groupe d'être signé chez RCA, un des plus grands labels américains. Donc ça permet au groupe de se faire un nom sur son propre continent, là où les morceaux n'étaient pas encore sortis, et donc ça régale. En complément du succès de l'album, c'est un concert d'été donné sur Disney Channel en 98 qui va les faire connaître du grand public. Et à partir de là, ils vont marcher dans les traces des Backstreet Boys. Littéralement en fait. On a proposé à NSYNC d'assurer le concert juste parce que les Backstreet Boys ont refusé de le faire. Comme quoi, il y a un karma. On estime d'ailleurs qu'avec ses 55 millions de disques vendus au cours de sa carrière, NSYNC est le seul boys band des années 2000 à concurrencer les Backstreet Boys. Mais les Backstreet Boys, commercialement parlant, explosent tout le monde, toute époque confondue. Ils ont vendu 130 millions d'albums. Tu peux pas les tester. Et je pense qu'on s'en rend pas bien compte parce qu'on fait partie d'une autre génération nous, mais à titre d'exemple, One Direction ont vendu 50 millions d'albums. Je sais pas si on se rend compte de l'impact des Backstreet Boys. Bref, en tout cas sur le papier, c'est comme si Max et Denise étaient les seuls à pouvoir concurrencer Max et Denise du coup. Ils ont une recette, on connaît pas encore trop bien comment, mais dès qu'ils touchent à quelqu'un, ils en font une big star. Alors que tout lui souriait, qu'ils enchaînaient les cartons, le duo va se prendre un mur en 1998, puisque Denise va apprendre qu'il est atteint d'un cancer de l'estomac. Malheureusement, la maladie l'emporte rapidement, et il meurt en août de la même année. Paix à son âme. Son impact sur l'industrie musicale est unanimement reconnu. En 2013, des anciens du studio Cheiron vont créer les Denise Pop Awards, l'équivalent suédois des Grammys, et un grand nombre des artistes avec qui il a travaillé lui rendront hommage dans leur carrière. Et sa disparition survient à peine quelques mois avant la sortie d'un single qui va tout changer pour Max et le label. Ils avaient bossé sur un truc, Max Martin, il avait eu une mélodie avant de s'endormir un soir. I was going to bed, I was actually falling asleep, but I was really tired. And I always keep, back then I kept like a dictaphone, you know, with the cassette tape. And then I was like, you know what, I'll get out of bed. And I grab the thing, and then I say like, hit me baby one more time. And I was like, and then I hear myself say, yeah, it's pretty good. Max, il est rentré au studio avec le truc, il a fini par écrire sa chanson. Avec Denise, ils ont composé un truc, et ils ont fait une belle démo comme ça. Et après, cette démo, il faut la proposer à des artistes. Et donc, ils vont proposer à Robyn de la chanter. Robyn a refusé. Nope. Alors notre duo s'est tourné vers TLC, un trio de R&B qui a également décliné. Nope. Jugeant que les paroles faisaient l'apologie des violences domestiques. Une accusation d'ailleurs dont Max s'est toujours défendu, expliquant qu'à ses yeux, Hit Me fait référence à l'expression Hit Me Up, qui peut se traduire par appelle-moi, et non pas à la traduction littérale genre fais-moi mal. Dans le doute, l'équipe, le label, tout le monde ont quand même changé le titre
de Hit Me Baby par, 3 petits points, Baby One More Time. On sait jamais. Tu le penses une fois, on le pense 1000 fois. C'est comme ça, c'est la règle. Et donc bref, ils avaient cette démo, cette musique qui traîne dans les locaux de Sharon, jusqu'au jour où Jive, encore eux, appellent et disent « Ouais, vous auriez pas un truc on vient de signer une petite artiste là qui s'appelle Britney Spears. Si vous avez des trucs à nous filer, on est chaud quoi. » Et là, tout le monde connaît l'histoire. On a pu en parler dans la vidéo sur Britney, mais le single sort le 3 novembre 1998 et est encore aujourd'hui le plus gros tube de la chanteuse. Dès sa sortie, il atteint la 17e place du Billboard américain, avant d'en squatter les premières places pendant 2 semaines. Ce score, il l'a atteint dans une bonne quinzaine de pays, si bien que le magazine Rolling Stone l'a élu meilleur premier single pop de tous les temps. Le clip est culte, on l'a encore tous en tête, et 25 ans plus tard, on connaît encore par cœur le refrain. Mais alors c'est quoi ce secret de production? Pourquoi, dès qu'il touche à un truc, c'est impactant? Si le succès est aussi retentissant, c'est peut-être que le morceau est l'exemple parfait de la méthode de Max Martin. Expliquons-nous. Au cours de sa carrière, il a développé ce qu'il appelle une boîte à outils, un ensemble de solutions faites pour résoudre les problèmes auxquels on peut être confronté quand on compose un morceau de pop. Et même s'il admet qu'il n'y a pas de règle magique, pour faire un banger à coup sûr, il a trouvé un truc qui marche dans presque tous ses morceaux. L'idée, c'est de répéter la même mélodie dans le couplet et dans le refrain, pour que le morceau paraisse instantanément familier à l'auditeur. Ça permet au titre d'être hyper reconnaissable facilement et rapidement, et ça c'est valable pour ses plus gros succès. Et cette réflexion impacte aussi son rapport à l'écriture des paroles. Pour lui, le chant doit servir la mélodie et pas l'inverse. En gros, la forme prime sur le fond. Et ça, il s'en est aperçu dès son enfance. Il a grandi en écoutant ABBA, Elton John ou les Beatles, sans jamais avoir la moindre idée de ce qu'ils racontaient dans leurs morceaux. Et pourtant, ça marchait sur lui. Ce qui l'amène à vouloir faire ressentir des émotions sans forcément faire comprendre le sens de ce qui est dit. Et il a raison. Voilà ce que tout le monde appelait à l'époque la musique Sharon, son petit secret à lui. En tout cas, cette technique a fait encore ses preuves avec Céline Dion, pour qui il écrit et compose That's the Way It Is en 99. À côté, il continue de travailler avec NSYNC, les Backstreet Boys et Britney. Il enchaîne 2 albums avec elle, Baby One More Time et Oops, I Did It Again. Et il continue à battre des records. Autant dire qu'en l'an 2000, le studio est à son pic de gloire. Dites-vous que quand t'es dans la team Britney autour des années 2000, bon, globalement, tout roule pour toi. Et c'est exactement pour cette raison que Max va se dire qu'il est temps de passer à autre chose. C'est lui maintenant qui va prendre les décisions, vu qu'il a remplacé Denise à la direction de Sharon. Et Max se dit une chose, le studio avait été créé sans grande ambition par des copains qui voulaient juste s'amuser à produire du son. Et puis, depuis, tout s'était emballé, le projet avait changé de proportion, alors en juin 2000, le studio a fermé ses portes. Mais pour Max, il n'est pas question d'arrêter de faire de la musique. Non, c'est juste que ce studio-là n'avait plus vraiment de sens à ses yeux. Ce qu'il fallait faire, c'est recommencer une nouvelle aventure. Début 2001, avec Tom Taloma, le cofondateur de Sharon, il va fonder Marathon Studio et il commence direct à travailler sur le 3e album de Britney. Si la routine du succès semble reprendre son cours, c'est sur ce projet qu'il va être confronté pour la première fois à The Neptunes, un duo de producteurs qui a le vent en poupe depuis quelques temps, formé par Chad Hugo et un dénommé Pharrell Williams. Et eux, leur truc, c'est plutôt le R&B ou le hip-hop, parce qu'ils viennent de produire juste Jay-Z et Mary J. Blige. Ils ont même monté leur propre groupe NERD et sans s'en rendre compte, ils sont en train de changer la face de la pop, qui est de plus en plus influencée par le R&B. Et ça se ressent carrément dans la première collaboration qu'ils ont pu faire avec Britney, I'm a Slave for You. Il faut pas sous-estimer l'impact des Neptunes, c'est eux qui ont imposé que le R&B devienne pop. Du coup, la tendance elle bouge. Et le premier single du 3e album de Britney, c'est ce morceau produit par les Neptunes. Aïe aïe aïe. Et là, Max, il est un peu dépassé. C'est moins son DL, et si la tendance vire dans ça, il va devenir has-been, parce que lui, c'est pas ça qui s'est composé. Et même si Max a collaboré sur le reste de l'album, ce titre s'éloigne de la structure classique des morceaux pop, et la production s'inspire un peu plus du R&B de Janet Jackson que de la pop de Max. Et même si ça ne recrée pas le raz-de-marée de Baby One More Time, ça donne une nouvelle orientation à la musique de Britney, et le morceau est encore considéré comme un de ses plus cultes. Et en fait, les Neptunes, ils ont une influence telle sur l'industrie qu'à partir du moment où ils arrivent, tous les boys bands, ils commencent à flop. Parce que la tendance, elle a bougé. Les gens ont dit les nouveaux cools, c'est eux. Tous ceux qui font pas ça sont ragards. Du coup, Max, il est en mode aïe aïe aïe. Moi, c'était ce que je savais faire. Ça y est.
Ça y est, j'ai fait mon temps. Et ça, c'est le genre de défi auquel les producteurs font face parce qu'il faut s'adapter aux nouveaux standards. Et Max, à ce moment-là, c'est un peu le témoin impuissant d'un changement qu'il n'avait pas anticipé. Sur le coup, il le vit pas très bien. Il a l'impression que tout ce qu'il a bâti se fait souffler sous ses yeux et que plus personne ne comprend son génie. Mais il finit par se reprendre. Après tout, l'histoire de la musique est faite de vagues de popularité successives et de styles qui s'influencent mutuellement. Et donc, même si sa recette n'est plus la plus populaire, ça n'enlève rien à son savoir-faire. Pour se renouveler, Max décide d'aller passer du temps à New York. En arrivant, il se perd dans différents clubs de la ville et à une soirée, il va se faire accoster par un DJ qu'il a reconnu. Ce DJ, c'est Lucas Gottwald, encore inconnu à l'époque, qui lui propose de lui faire visiter la ville. Ils vont se lier d'amitié, mais c'est tout ce que Max va tirer de New York. Tout ce qu'il produit là-bas ne marche pas, il est dans sa flop era, y compris le nouvel album de Nick Carter, pour lequel il bossait. Nick Carter, c'est un des gars de Backstreet Boys, qui a tenté de sauver sa carrière en faisant un album solo. Max va finir par rentrer à Stockholm, les pieds qui traînent, mais son voyage lui a quand même donné une idée. Et si finalement son salut résidait dans son premier amour? Mais si, vous savez, son premier groupe. Lui, à la base, ce qu'il aimait, c'est le rock. Et il se dit juste, mais attends, le R&B me mange, je saurais pas le faire. Par contre, le rock, ça, je sais le faire. Max est rentré à Stockholm, il est en Suède et il est persuadé d'un truc, c'est que le rock va mettre fin à l'hégémonie R&B qui est en train de dézinguer la pop. Avec Lucas Gottwald, qu'il a rencontré à New York et avec qui il a gardé contact, il finit par écrire Since You've Been Gone, qu'il propose d'abord à Pink, sans qu'elle accepte. Nope. C'est pas très grave. Ils vont donc proposer leur morceau à la chanteuse Hilary Duff, mais elle leur répond qu'elle est pas capable de chanter le morceau. Bon, c'est pas grave, les gens veulent pas du rock, bon, c'est pas grave. Et là, il reçoit un coup de fil encore des Américains. Décidément, tu vois. Et c'est un certain Clive Davis. Et ce Clive Davis veut le mettre en relation avec leur petite signature, Kelly Clarkson. Ils vont donc proposer cette chanson à Kelly Clarkson. Et ensemble, ils vont retravailler le morceau, rajouter des guitares, etc. Et Max, en fait, il est persuadé, il force, il dit « Mais si, faut rendre le rock pop !» Et finalement, ça marche. Le single sort en 2004 et fait un carton. Il atteint la 2e place des charts américains après 3 ans à la ramasse. Max prouve à ce moment-là qu'il peut s'adapter et continuer à faire des succès avec Lucas, qui prend alors le nom de Dr. Luke. Et sans le savoir, Max, avec ses idées farfelues auxquelles il s'obstine, il vient de trouver ce qui va être le second souffle de la pop rock des années 2000. C'est Monsieur Recette. Vous allez comprendre. Ensemble, ils ont réussi à se défaire de la pâte Chéron qui ne prenait plus, et leur recette fait les beaux jours de Marathon. Et cette nouvelle recette, ça va les amener à enchaîner les collaborations cultes, avec Avril Lavigne, Katy Perry, ou encore Kesha. You got a secret. You couldn't keep it. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. C'est le retour de la gloire. Tu connais ces morceaux? Il a trouvé la recette du nouveau souffle de la pop de cette période-là. C'est des morceaux avec lesquels t'as grandi. Il en a défini les codes. Et dit comme ça, on peut se dire, oui, bon, c'est un bon musicien, il a le nez et tout. Non, non, pas du tout. C'est assez dingue parce qu'en général, tu fais ton temps et t'excelles, tu vois, dans ta période. Mais de réussir à influencer autant la musique sur des périodes différentes et de trouver qu'est-ce qui va être la recette secrète du nouveau cool, c'est trop bizarre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même dingo. En tout cas, très bonne idée de sa part de ramener du rock dans la pop. De toute façon, c'est que ça. La musique, c'est juste des styles qui s'influencent. Faut que ce soit fait au bon moment, avec le bon goût, avec la bonne recette, tous les bons ingrédients. Ça s'explique pas, c'est comme ça. Max Martin et Dr. Luke forment un nouveau duo de producteurs à la recette secrète. Ils travailleront ensemble jusqu'en 2014, quand Kesha va accuser Luke d'agression sexuelle. Pareil, j'en ai parlé un peu dans ma vidéo Que sont-ils devenus? Pour les curieux, allez voir. À l'époque, en tout cas, Max peut compter sur les autres membres de son studio pour consolider sa formule. Et c'est ce qu'il va faire avec Shellback. Shellback, c'est un ancien musicien suédois qui a fait ses armes dans des groupes de death metal après avoir quitté l'école. Ça doit certainement rappeler à Max son propre parcours parce qu'il l'embauche dans son studio en 2007 et bingo. 1 an plus tard, ils écrivent ensemble pour Pink ou Britney. Je sais pas si au fur et à mesure de la vidéo, vous vous rendez compte qu'à chaque nouvel extrait, c'est le même homme
qui est derrière tout ce que vous avez vu depuis le début de cette vidéo. C'est une folie. La SACEM de Max Martin. Et encore, il a encore des belles années devant lui. À cette époque, Max Martin est devenu l'un des producteurs les plus respectés. Et tu m'étonnes parce qu'il a quand même réussi à s'adapter à son époque à chaque fois, à varier les styles et à bosser avec tout type d'artistes différents, toujours en ayant du succès. C'est pas donné à tout le monde, croyez pas que c'est si simple. En 2011, il se marie et déménage à Los Angeles. Et là, on pourrait se dire qu'il a suffisamment marqué les années 2000 et qu'il peut prendre sa retraite. À ce moment-là, il a 40 piges et on considère qu'il a déjà vendu 135 millions de singles. Mais non. À ce moment-là, Max a la dalle. Il a faim, il a encore envie de prouver, il trouve qu'il a rien foutu dans sa vie. Bon. Du coup, Max, il est en soir comme ça, il a envie de faire des nouveaux projets, de rencontrer de nouvelles personnes. Ça tombe bien. Ça fait 2 ans que Wendy Goldstein l'appelle et lui dit « Oui, il y a une meuf qui vient de la télé, qui va faire son premier album, tu devrais trop bosser pour elle. » Lui, il dit « C'est qui ?» On lui dit « Oui, c'est machin. » Lui, en mode « Bah... les gens de la télé qui veulent se lancer dans la musique et tout, flemme un peu, tu vois. » En mode, c'est bon. Sauf qu'au bout de 2 ans, il va finir par craquer parce que il se trouve que la fille de Max est fan. Du coup, bon, vas-y, pour te faire plaisir. Cette chanteuse, c'est Ariana Grande. Avec Shellback, son pote suédois qui vient du death metal, ils lui font le single Problem, dont le succès va sceller leur collaboration. Après ça, les trois vont travailler ensemble sur tous les disques d'Ariana Grande jusqu'en 2019. Par exemple, le catalogue s'agrandit. Je vous dis, il a une SACEM, tu peux pas. Et ce morceau avec Ariana représente un peu la 3e partie de sa carrière. Là où maintenant il arrive à s'adapter au style un peu R&B qu'il ne savait pas faire 10 ans auparavant. Il a enfin réussi à produire un morceau dans le style qui a failli lui causer sa perte à l'émergence des Neptunes. Symboliquement, c'est le début de la 3e partie de sa vie. En travaillant sur My Everything, l'album d'Ariana Grande, Max fait aussi la connaissance de The Weeknd, en featuring sur ça. De là, il se fait engager pour produire Beauty Behind the Madness la même année, et leur collaboration va donner suite à Starboy, After Hours et Down FM. Je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de hits que ce mec a, ça sort de son cerveau quoi. Tout ce que vous avez vu depuis tout à l'heure là, c'est une folie. Par contre, faut qu'on parle d'un truc tous ensemble là. Je sais pas si vous vous rendez compte, on suce toujours les ricains pour leur musique, tout ça. Eh, tout ce que vous avez vu, tous les extraits que vous avez vus depuis le début, tout ça, ça vient d'un cerveau suédois. Je trouve qu'on respecte pas assez la Suède. C'est-à-dire que tout ça là, ça sort d'un petit studio en Suède de petits kiffeurs. Ils ont défini les codes de la pop telle qu'elle est aujourd'hui. On retient la vitrine évidemment parce que c'est des stars américaines qui l'incarnent, mais faut rendre à César ce qui appartient à César. Ça vient de cerveau suédois, ça revient de cerveau où il fait 3 degrés. Certes il fait froid, mais vous avez des bonnes idées les gars, moi je vous respecte. En tout cas, notre bon vieux Max, on peut pas dire qu'il a pas eu d'impact. En parallèle, Max va continuer quand même à cultiver un son pop-rock avec Taylor Swift, avec qui il travaille depuis 2012, avec ce single. Moi ça me fume parce que ce gars on dirait il fait juste la collection de hits, en mode « Ah !» Taylor Swift, je l'avais pas celle-là. Pour l'anecdote, vous savez que Taylor Swift est compose et elle écrit toute seule, mais elle a fait une exception. Max
parce qu'elle a vu son parcours, elle a dit « Ok, j'ai confiance en toi ». Et cette rencontre avec Max Martin était aussi l'occasion pour la chanteuse de passer de la country qu'il a fait connaître à la pop plus alternative qui en fait aujourd'hui une des plus grandes stars de son temps. Quel est le taux d'implication de Max Martin dans ça? Je sais pas. Maintenant, penchons-nous sur ce mec, tu vois. On est tous témoins qu'à chaque fois qu'il est dans les parages, bah voilà, il se passe quelque chose, quoi. D'ailleurs, Max, Shellback et Taylor ont écrit We're Never Ever Getting Back Together, merci l'anglais, ensemble après qu'un ami de Taylor soit passé au studio pendant qu'ils y étaient pour lui demander si les rumeurs à propos d'elle se remettant en couple avec son ex étaient vraies. Du coup, pris sur le fait, Taylor a expliqué à Max et à Shellback que oui, effectivement, avec son copain, ils sont plus ensemble, puis ils se remettent ensemble, c'est un peu compliqué, elle a rompu plusieurs fois avec, machin, nanan. Et c'est comme ça que, tous ensemble, au studio, ils ont écrit la chanson pour elle. Voilà. C'est une histoire de moment et c'est juste de l'humain. Entre The Weeknd, Ariana Grande et Taylor Swift, Max enchaîne certains des plus gros disques de la décennie. Mais visiblement, ça lui suffit pas. Max, il a la dalle. Parce qu'en 2019, il a envie de s'attaquer à un nouveau truc, la comédie musicale. Il va donc créer une pièce qui s'appelle Et Juliette, et c'est une relecture du fameux Roméo et Juliette. Au début de la pièce, qui commence après le suicide des amants qui clôt l'histoire de Shakespeare, Juliette se réveille, bien vivante, et ne pouvant pas se résoudre à mourir, décide d'aller refaire sa vie à Paname. Et c'est un délire complètement mégalo pour Max, parce que toute la pièce est écrite autour des plus gros hits de sa carrière. Et comme presque tout ce qu'a fait Max dans sa vie, c'est évidemment un succès. Ça fait déjà 4 ans que la pièce tourne à bloc à travers le monde, guichet fermé jusqu'en Asie, aux États-Unis, en Angleterre, tout ça jusqu'en 2024. Tu peux rien faire en fait face à ça. Le mec a tellement de hits que, évidemment que ça se remplit quoi. Tout le monde va aller voir ça. C'est une comédie musicale quoi, c'est chouette. C'est juste l'homme aux 1000 hits. Et je trouve ça chouette qu'on puisse fantasmer son secret, tu vois. Parce qu'à un moment donné, quand t'as prouvé autant de fois, c'est plus de la chance. C'est juste que ce gars a une espèce de recette, un espèce de feeling où il sait comment faire un morceau qui marche, qui parle aux gens et que les gens retiennent. Et qu'on ne puisse pas comprendre comment son cerveau fonctionne, je trouve ça magique. Et c'est pour ça que ça le classe un peu au rang de... génie. Bref, ça aurait pu faire une super conclusion, mais bon, ça y est, vous avez compris, Max, lui, il a pas envie de s'arrêter là, évidemment, il continue aujourd'hui. Depuis 2020, il a travaillé avec Coldplay, Adele sur ses 2 albums, Ed Sheeran, Lady Gaga avec Chromatica, ce qui est à l'image de sa carrière. Et encore, on n'a même pas mentionné qu'il a bossé avec Maroon 5, Justin Bieber, Jennifer Lopez, il a même enregistré Zlatan chanter l'hymne suédois. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Il a tout simplement un Pokédex rempli sur chaque génération depuis 30 ans. Bref, je pense qu'il n'y a pas besoin de continuer à accumuler les preuves. Max Martin est un génie. His knowledge of music is so vast, he amazes me, and I really got a chance to get to know him, and you just fall in love with him really easily. At the time when I first worked with Max and when it was Britney and Backstreet Boys, it was just like, those songs were one after the other, after the other, after the other, and you could still go back and listen to them, and they're just great songs. Max is great in the studio. He's a perfectionist, which I totally respect, and I look up to that. So being with him is kind of hard because I'm always scared that I may do something wrong. But he's a lot of fun to work with. He's an amazing person and very, very talented. Si son visage et son nom demeurent relativement inconnus, c'est qu'il incarne la quintessence de l'image du producteur de l'ombre, dont l'humilité n'égale que son talent. Plus que discret sur sa vie privée, il a toujours évité la notoriété pour se concentrer sur la technique, à l'instar de tous les grands producteurs contemporains comme Quincy Jones, George Martin ou Tony Visconti. Évidemment, on peut pas réduire le succès des projets sur lesquels il a travaillé à sa seule intervention. Mais personne ne peut nier que le mec a clairement du nez et a prouvé en excellant indépendamment des époques et des styles qu'il savait faire un hit. Le plus parlant en fait, c'est peut-être de constater que la plus grande majorité des collaborations à succès qu'il a pu faire ont été faites sur le long terme. C'est-à-dire que c'est pas des one-shots. Et ça, c'est le signe irréfutable d'un producteur respecté par les artistes avec qui il travaille, mais aussi de son impact indéniable dans l'industrie. Et vive la Suède! Merci à tous pour votre attention, merci de m'avoir écouté. C'est le genre d'histoire que j'adore, donc j'espère que vous aimerez aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, moi je vous dis abonnez-vous, pensez à mettre un petit like, et je vous dis salut!